Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième heure en direct de Mediapart. On intitule d'habitude cette seconde heure, cette deuxième heure, retour sur nos enquêtes. Et aujourd'hui, on va faire exceptionnellement un retour sur Mediapart, puisque nous fêtons la semaine prochaine les 8 ans de votre journal numérique. Le 16 mars 2008 démarrait véritablement le site et le journal numérique et participatif Mediapart. Et on saisit cette occasion aujourd'hui de faire le bilan de l'année écoulée, puisque ce matin, on a fait auprès de nos collègues spécialisés dans les médias une présentation des résultats, des projets, des problèmes divers et variés qu'a pu rencontrer Mediapart en 2015. Alors pour parler de tout ça, et puis nous parlerons ensuite d'un pan de plus en plus important de Mediapart, qui est le développement de sa couverture internationale, dans un deuxième temps de cette heure. Pour parler de tout ça, Edoui Plenel, président de Mediapart, Marie-Hélène Smiéjean, directrice générale, et puis sur le volet international, Amélie Poinceau et Thomas Cantaloube, et puis on essayera de joindre par Skype, si toute la technique fonctionne, Iris Dereux, qui collabore avec nous très régulièrement depuis New York. Alors, Edoui, on a mis en téléchargement ce petit livre rouge, qui est peut-être plus intéressant que celui qu'on connaît, et qui fait le bilan annuel avec l'intégralité des comptes de l'entreprise Mediapart, mais aussi la présentation des différents événements intervenus dans l'année, et puis surtout des projets de toutes les rubriques du site, de ces émissions vidéo, des livres également que nous publions. Mais pour ces 8 ans, il y a quand même une nouveauté et une sorte de cadeau fait à tous les abonnés. C'est enfin une application mobile qui fonctionne très bien, et une application pas seulement sur iOS, c'est-à-dire sur Apple, ce qui nous avait été beaucoup reproché ces dernières années, mais enfin une application mobile sur Android. Et alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Bon, on y trouve des choses très simples, puisque l'idée c'était de faire une application commode, facile d'utilisation, avec les avantages de ce qu'on sait des applications, c'est-à-dire pouvoir lire hors connexion, pouvoir avoir des pushs qui vous informent de ce qu'il y a de nouveau ou d'exclusif sur Mediapart, et puis avoir, et c'est ce que nous développons dans cette application, plus fortement ce complément. Mediapart, c'est de la plus-value, c'est toi qui t'en occupes, François, tu ne t'es pas présenté, le directeur éditorial de Mediapart et cofondateur et qui anime la rédaction. Et donc, Mediapart, c'est de la plus-value, c'est par l'enquête, par le reportage, par l'analyse. Mais à côté de ça, on avait toujours dit que dans notre contrat de lecture, il y avait le fil d'actu. Et là, nous le renforçons, nous le complétons avec en plus un partenariat avec l'agence Reuters. Donc, il y aura le journal, il y a le journal, il y a le club, évidemment, toujours en accès libre pour tout le monde, et il y a le fil d'actu développé, et il y a un onglet où il y a l'ensemble de nos vidéos, de tout ce qui est multimédia, ce que l'on peut voir à part. Et donc l'application est très simple. Pour l'instant, on l'avait lancé discrètement avant ce jeudi en signalant qu'aux abonnés. On a eu, donc on en est déjà à 10 000 chargements. Il y a eu des notes positives par rapport à une note de 5, 4,5 sur 5. Et donc, voilà l'intérêt de cette application, c'est de pouvoir lire Mediapart, enfin, parce que nous avions clairement du retard, sur tout support, et que l'on soit dans le système Android, c'est-à-dire en téléchargeant sur Google Play, ou que l'on soit dans le système iOS, c'est-à-dire en allant sur l'App Store. D'accord. Il faut juste préciser, si d'aventure certains abonnés rencontrent des problèmes, mais normalement tout ça fonctionne, ils peuvent écrire à Contact Mediapart. Mediapart.fr. Et pour certains qui peuvent avoir du mal à régénérer leur ancienne application, à ce moment-là, il suffit de la tuer, si je puis dire, de la supprimer de son smartphone et de charger la nouvelle. Mais normalement, tous les tests faits, effectivement, les 10 000 téléchargements déjà intervenus
montre que tout ça marche bien. Y compris ce truc, ancienne application nouvelle, illustre comment, avec la révolution numérique, et on ne sait pas ce qui nous attend encore demain, tout bouge. En fait, tu t'en souviens, quand on a fait la première application, on s'est dit, il faut qu'on ait une application. On l'a fait en sous-traitant, on était petits à l'époque, ça nous a coûté beaucoup plus cher que si on l'avait fait en interne, et ce n'était pas du tout ergonomique, mais surtout, entre-temps, est arrivé quelque chose qu'on n'avait pas à ce moment-là, qui est le format responsive, qui permettait d'adapter à tout écran. Donc du coup, il fallait repenser l'application. Et il faut toujours se dire qu'on est quand même toujours dans une révolution technologique qui, on le voit avec ce qu'on fait avec les vidéos, qui prend une ampleur inattendue par rapport à ce qu'on voulait faire au début, comment en permanence cela peut bouger. Voilà. Alors Marie-Hélène, encore une fois, la plaquette peut être téléchargée sur le site. Dans le club. Il y a un billet dans le club d'Edoui Plenel, et là on peut télécharger cette plaquette qui présente le détail des chiffres. Si on résume l'activité de Mediapart en 2015, quels sont les 3-4 chiffres importants qu'il faut signaler ? Donc l'année 2015 est une année de progression en nombre d'abonnés puisqu'on atteint 118 000 abonnés à la fin 2015, donc c'est une progression de 11 000 nouveaux abonnés par rapport à l'année précédente. C'est une année aussi où on a de plus en plus de lecteurs puisqu'on a plus de 3 millions de visiteurs uniques en moyenne sur l'année, ce qui a encore fait une progression de plus de 20% par rapport à l'année dernière. Et c'est aussi une année de progression en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on dépasse pour la première fois les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à 10,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une rentabilité maintenue autour de 15%, qui a été, depuis qu'on est profitable, le taux de rentabilité habituel de Mediapart. Donc tout irait bien s'il n'y avait le contentieux fiscal, TVA. donc le fameux notre bagarre. Donc tout le détail est ici, bataille pour la TVA. Donc pour tous ceux qui veulent le détail des chiffres, on a écrit 2 pages dans le livret des 8 ans. Pour essayer de résumer les chiffres en synthèse, donc le contentieux porte en tout sur 4,7 millions d'euros. 3,3 millions qui sont le différentiel de droit et 1,4 million qui sont les pénalités que nous impose l'administration fiscale. Le contentieux est déclenché en décembre 2013. Il nous faut déjà 2 ans de palabres pour arriver finalement au maintien de l'intégralité de la position de l'administration, qui donc a mis au recouvrement l'intégralité des sommes à la fin de l'année 2015. Donc, qui porte, je le redis, sur 3,3 millions de différentiels de droit et le maintien des pénalités de 1,4 million. Donc par rapport à cette situation, factuellement aujourd'hui, dans la mesure où il y a une mise au recouvrement, on a été obligé de payer le différentiel de droit. Donc on a fait un chèque à la fin de l'année dernière et au début de cette année d'un total de 2 400 000 euros. Sachant que si on ne payait pas, d'abord il fallait donner une caution et ensuite ça portait intérêt à 4,8% par an, donc des sommes et des taux d'intérêt tout à fait impossibles à couvrir. En revanche, en ce qui concerne les pénalités, elles ne sont pas exigibles tant qu'il n'y a pas un jugement du tribunal qui les rend exigibles. Donc à ce jour, la situation de la procédure est la suivante. Donc l'administration on a fait ce qu'on appelle une réclamation contentieuse. L'administration a encore 6 mois pour pouvoir répondre à cette réclamation contentieuse. Seulement après, on peut saisir le tribunal administratif et seulement après, on peut formellement déposer ce qu'on veut déposer, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité et une question préjudicielle. Encore une fois, et on le dit et on le redit, nous ne sommes pas des fraudeurs, nous ne nous sommes auto-appliqués aucun privilège. On se bat en droit sur la neutralité fiscale qui est maintenant reconnue par le président de la Commission européenne, qui devra être démontrée en droit, en français, puisque c'est un principe de neutralité en fonction des supports par rapport à un contenu. Alors, à très court terme, on va quand même lancer cette QPC puisque nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Donc, il y a également Arrêt sur Image et Indigo Publication. Arrêt sur Image est en avance par rapport à la procédure, par rapport à nous. Et donc, nous allons ensemble déposer une question prioritaire de rédiger et transmettre une demande de question prioritaire de constitutionnalité. Donc, tout ça, c'est l'état de la procédure. Il en demeure pas des années.
Alors, qui va durer 3, 4, 5 ans. 4 à 5 ans, selon les prévisions optimistes des avocats et des conseils sur le sujet. En toute rigueur de gestion, à partir du moment où il y a eu mise en recouvrement des sommes, on a dû provisionner l'intégralité. Donc on a provisionné sur 2014 le différentiel de droit et sur 2015 les pénalités. Jusqu'au bout, on a espéré que ces pénalités totalement injustifiées, puisque je rappelle que Arrêt sur Image, dans la même situation et dans le même contexte, lui n'a pas de pénalité. Donc c'est vraiment le diktat sur l'entrave maximum. Donc nous avons en toute rigueur décidé de provisionner, ce qui fait que nos résultats 2014 et nos résultats 2015 ont été pénalisés à hauteur de 4,7 millions d'euros. En résumé, les caisses de Mediapart, après 8 ans, sont à nouveau vides puisqu'on se retrouve avec 100 000 euros de fonds propres et la nécessité de reconstituer tout ce qu'on avait mis de côté pour pouvoir construire l'indépendance, pérenniser nos développements, etc., etc. Alors, Dieu merci quand même, dans ce contexte, les lecteurs ont été, dès qu'on a communiqué sur la mise en recouvrement et sur les pénalités, les lecteurs ont été absolument formidables, formidables dans les messages de soutien, formidables dans les idées, puisque c'est un lecteur qui a un jour posé un blog nous conseillant de demander et de déposer des amendements auprès de l'Assemblée, amendements qui n'ont pas été suivis. L'ancien directeur national des enquêtes fiscales. Ancien directeur national des enquêtes fiscales, qui, je crois que le titre c'était « Ça ressemble furieusement à un règlement de compte », donc c'est un... Voilà. Donc, mais en attendant, donc, non seulement dans les messages et dans les conseils, mais également dans les dons, puisqu'on a reçu plus de 400 000 euros de dons de nos lecteurs, donc via la plateforme J'aime l'info. Et ces 400 000 euros de dons nous aident à continuer nos investissements sur 2016. Donc, comme on l'a toujours dit, on réinvestit depuis le début les 2/3 de nos résultats dans le développement du journal, donc davantage de contenu, davantage de journalistes, davantage d'audiovisuels, comme les émissions de ce soir, mais également donc amélioration technique avec la partie mobile qu'on vient de lancer. On a encore d'autres projets. Et puis, enfin... Cette collecte de dons permettra, dans l'année qui vient, de poursuivre des développements techniques et éditoriaux, là où le mauvais coup fiscal nous mettait à l'arrêt, quoi. Absolument. Et également, donc, nous aide à reconstituer, puisqu'on avait mis de l'argent de côté pour construire cette structure destinée à pérenniser l'indépendance de Mediapart, au-delà de la personnalité des fondateurs et des actionnaires initiaux. Et donc, il va falloir qu'on reconstitue l'intégralité de ces réserves et mettre en place ce projet de structure à terme qu'on appelle aujourd'hui fonds de dotation. On n'a pas exactement le périmètre définitif, mais en tout cas, il faut déjà reconstituer les moyens pour pouvoir mettre ça en place. Alors, dans les développements intervenus en 2015, et tout ça a été mis en ligne et accessible à nos abonnés en novembre, il y a eu cette nouvelle version du club, avec un nouveau design du club, de nouvelles fonctionnalités offertes à tous nos abonnés qui contribuent, qui tiennent un blog ou qui participent à une édition. On a mis en ligne, par exemple, ce matin, plusieurs portfolios, c'est-à-dire reportages photos d'abonnés qui ont participé à des manifestations hier. Grâce à nos abonnés, dans la France entière, on a pu, toute l'après-midi d'hier, tenir un direct de la mobilisation sociale contre le projet de loi de réforme du Code du travail. Donc cette dynamique du club, et je cite juste les 2 chiffres, c'est environ 35 000 billets de blog qui ont été publiés l'an dernier et environ 1 million de commentaires sur les articles et sur les billets de blog. Qu'est-ce que cette dynamique du club? C'est la vérification du participatif, et oui, c'est la vérification d'un site finalement qui marche sur 2 jambes. Il y a un journal et il y a le club de ses lecteurs. C'était notre intuition de départ, en dehors du modèle payant. C'était cette idée qu'à l'ère du numérique, un journal doit prendre le risque d'être prolongé
par l'agora de ses lecteurs. Pourquoi je dis prendre le risque? Parce que ça peut nous bousculer. D'ailleurs, il peut y avoir dans le club de Mediapart des billets, y compris parfois de mauvaise foi, qui peuvent nous critiquer, qui peuvent nous prolonger, nous discuter, etc. Et prendre ce risque, c'est ne pas faire la police infinie de ses lecteurs, quoi. Des débats sur l'international, sur l'Ukraine, par exemple. Oui, Amélie a dû subir quelques centaines, voire milliers de commentaires franchement désagréables. Bon, mais au-delà de ça, on peut le dire à nos lecteurs, on peut le dire à nos lecteurs qui nous écoutent ou nous regardent, que ces débats, y compris, on les a en notre sein, entre ceux qui disent « faut vivre avec » et ceux qui disent par moments « c'est insupportable » et genre « la mauvaise monnaie chasse la bonne », etc. Bon, mais toujours est-il que, quand même, il faut voir cette dimension que, d'une certaine manière, tu viens d'en parler, ce qui s'est passé depuis quelques semaines avec la loi sur le travail montre. Le pari, c'était, voilà, un journal est en relation avec son public, et de ce virtuel et du réel, ce qu'on a montré par exemple à la fois en étant à Grenoble, ou ce qu'on a montré pas plus tard que la semaine dernière en accueillant la carte blanche de ceux qui avaient dit loi travail non merci. Et là, c'est intéressant parce que ce que vit notre pays aujourd'hui, et nous allons en parler dans le grand débat ce soir, où les youtubeurs vont être là, ou tous ceux qui ont utilisé le numérique, c'est la première grande mobilisation sociale de la jeunesse et de toutes les autres catégories d'âge ou sociales qui part le levier du numérique, le levier horizontal de cette diffusion sans frontières, sans barrières du numérique. Et d'une certaine manière, le club de Mediapart et ses nouvelles fonctionnalités, c'était l'idée en clair de rehausser le club, montrer que le club pouvait, par exemple, tu l'as dit, le portfolio, il a la même qualité qu'un portfolio dans le journal. On peut faire son petit journal dans le club et tout ça ne peut qu'être amélioré. Après, la conversation qui se passe dans le club, on peut modérer a posteriori comme nous le faisons, les alertes, etc. Mais il faut quand même rappeler que la qualité de la conversation dépend d'abord des lecteurs eux-mêmes et on ne va pas faire la police, on n'est pas les instituteurs du club. Bien sûr. Alors juste pour terminer cette séquence sur les 8 ans de Mediapart, il faut aussi peut-être dire qu'on se sent parfois un peu seul, c'est-à-dire qu'on se sent un peu seul comme journal indépendant dans un paysage français de l'information qui, en 10 ans, a évolué à une vitesse phénoménale et a évolué pour le pire, c'est-à-dire que si on fait le bilan, mais peut-être la liste serait trop longue à faire ici, si on fait le bilan, en 10 ans, la plupart des journaux indépendants ou ont sombré ou ont été rachetés, et la plupart des grands médias de ce pays ont été rachetés par une poignée de ce qu'on peut appeler oligarques, c'est-à-dire oligarques, et la comparaison peut sembler très polémique, en fait elle ne l'est pas vraiment, c'est-à-dire que ce sont d'immenses fortunes, où l'information est totalement aux marges de ce qui est le cœur de leur business, et d'industriels qui sont en liaison permanente avec les pouvoirs, ce qui est un peu la définition de l'oligarque, en tous les cas, quand on parle des oligarques russes. Et on pourrait même ajouter pour certains, avec une pratique de l'optimisation fiscale, pour dire les choses poliment, massive. Il y avait des enquêtes il y a des enquêtes passionnantes qui ont été publiées à ce sujet, par exemple, sur le groupe Bernard Arnault. Donc, cette relative solitude de Mediapart, titre totalement indépendant, contrôlé par ses fondateurs et son équipe, c'est une solitude qui est aussi un handicap. C'est une bataille. Disons qu'il y a un vrai problème quand même spécifiquement français. La crise existe partout, le passage au numérique a des conséquences partout. The Independent en Grande-Bretagne a abandonné son édition papier, El País l'envisage, après des journaux américains en Amérique du Nord, c'est cette fois-ci le Canada, avec la presse. Donc il y a un paysage comme ça. Mais en France, s'ajoute dans cette période de fragilité des entreprises traditionnelles de presse, la faiblesse de notre culture démocratique, ce que Laurent Mauduit, le 4e fondateur, a appelé le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette, les conflits d'intérêts. Tu as dit que ce serait peut-être long, mais finalement ce n'est pas si long parce que pour en prendre conscience, nous sommes au bout du compte, dans ces dernières années, depuis que Mediapart arrive, l'ensemble des grands médias sont aux mains de 10 milliardaires, pas plus. 10 milliardaires qui tous sont peu ou prou liés à un clientélisme avec la puissance étatique. Je résume, Lagardère,
entre Europe 1, le journal du dimanche, et l'aéronautique, Match, etc. Mais derrière l'aéronautique, une partie de l'armement et tout. Dassault, c'est évident, le Figaro, etc. Et François Hollande en représentant de commerce des ventes de Rafale. Niel Berger-Pigasse, le trio qui possède pas seulement Le Monde, ainsi que Télérama, ainsi que La Vie, mais aussi le Nouvel Observateur maintenant, et qui aimerait bien avoir une chaîne de télévision. On a là industriel de la téléphonie, industriel de luxe, banquier d'affaires. Ils sont 3, donc on en est à 5. Drahi, qui vit, on l'a démontré, Martine Orange l'a documenté, qui vit sur, au fond, le crédit des banques et qui, à lui seul, maintenant, possède, les autres possèdent déjà quotidien et hebdomadaire, lui, il possède quotidien, Libération, hebdomadaire, l'Express et télé maintenant, c'est-à-dire tout le groupe où il y a BFM, RMC, etc. Ensuite, on a Bernard Arnault. Qui est quand même, donc c'est le 7e, qui est quand même la première fortune de France, et qui a le quotidien économique, c'est-à-dire les Échos, et maintenant le quotidien populaire, c'est-à-dire le Parisien, plus Radio Classique. Donc on en est à 7. Ensuite, on arrive évidemment Bouygues, l'antériorité, TF1, mais aussi le quotidien gratuit 20 minutes. Donc on en est à... Métro, pardon, oui, c'est juste, je me trompais, Métro, c'est, je ne sais plus qui c'est, Métro, c'est... 20 minutes, oui. 20 minutes, c'est... C'est la SPI. Voilà, c'est autre chose. Donc c'est Métro, oui, pardon, parce que... Et enfin... Il y a, avant-dernier, le 9e, Bolloré, justement, c'est pour ça que j'avais fait la confusion, qui a un autre gratuit direct, mais qui maintenant a le groupe Canal+, et est au cœur. Et enfin, il y a Pinault qui a Le Point. On en est à 10. Mais ce que je voudrais souligner dans la corruption que signifie tout ça, à côté, c'est quand même stupéfiant. Il y a un banquier qui a le premier groupe de presse, le Crédit Mutuel, c'est toute la presse de l'Est, Michel Lucas, qui, y compris en passant la main à un successeur banquier, veut garder la presse comme réseau d'influence. C'est le banquier de Bolloré, c'était la censure avec Bolloré. Il y a le dernier héritier Hersant, qui est exilé fiscal en Suisse, mais qui possède des choses, notamment certains petits journaux, mais aussi les journaux des Antilles. Il y a Bernard Tapie, symbole de la vertu républicaine qui est à la Provence. La Provence, il y a Valeurs Actuelles, ce journal de droite extrême, c'est Iskandar Safa, lié à toutes sortes d'histoires complexes, voire troubles, entre la France et le Liban. Et puis, dernier pour la cerise sur le gâteau, il y a Monsieur Baillet, qui est d'ailleurs possède le seul groupe de presse entre Toulouse et Montpellier, qui a applaudi au dernier remaniement que nous avons tous oublié, mais tout simplement parce qu'il a été nommé ministre. Voilà. Alors dans ce paysage-là, nous, Mediapart, on est en effet un peu une tribu d'Indiens, un peu un village d'Astérix. Je rappelle, parce que je me suis aperçu avec les commentaires après notre conférence de presse, qu'il faut rappeler que nous ne versons pas de dividendes, que nous ne touchons pas de subventions, que nous n'avons pas de publicité, qu'il n'y a pas de mécènes. Enfin, c'est des choses très simples. Donc, on ne vit que de nos lecteurs. Bon. On l'a dit ce matin à la conférence de presse, ça concerne toute la profession. Dans tous ces journaux que je viens de citer, il y a des gens de qualité, il y a des sections syndicales, il y a des sociétés de journalistes qui se battent. Eh bien, il faut qu'on se batte pour un nouvel écosystème démocratique de l'information dans ce pays. C'est un agenda qu'on continuera à défendre, notamment avec les échéances politiques prochaines, même si on peut se dire que, pour l'instant, cet espoir a été grandement déçu. Ok, alors dans les développements de Mediapart qui vont se poursuivre, et vont se poursuivre en 2016, il y a des développements qui ont été déjà engagés depuis au moins 2 ans, et des développements qui ont porté sur une couverture beaucoup plus large et complète de l'international. Dans la diversification des contenus de Mediapart, ce n'est pas seulement des scoops, des affaires, il y a aussi toute une série d'autres contenus, et en particulier l'international. Avec un choix qu'on a fait, qui est assez simple, qui est vraiment aller voir, raconter et faire du reportage. Et si vous cliquez sur le site sous l'onglet International, dans la barre du menu, vous voyez défiler